Bonjour à tous. Je suis très très heureux, très honoré d'être là. Quand on est invité quelque part, il est poli d'être poli avec le patron. Et donc je voudrais remercier, louer, féliciter Frédéric Mion parce que j'ai lu dans les gazettes. Attendez. J'ai lu dans les gazettes que l'épreuve écrite allait être supprimée et que l'emphase allait être mise sur l'oral. Alors là, rien ne peut me faire plus plaisir, parce que l'oral, pour sortir de Sciences Po, j'étais tellement mauvais, je l'ai passé 4 fois, et je l'ai eu à l'usure. Donc voilà, c'était juste un petit mot personnel. Vive l'oral, mais l'écrit, c'est pas mal aussi. Bon, vous attendez sans doute à ce que je vous parle de Sciences Po. On va donc attaquer avec Quincy Jones. Hier soir, je suis allé au concert de Quincy Jones. Quelle merveille! C'était fabuleux. C'est un jeune homme de 86 ans qui est au sommet de son art, de sa créativité, de sa sensibilité, de la chose savante en matière de musique. Et quand vous avez le privilège de le rencontrer, 86 ans, il vous parle de sa prof. Il vous parle de Nadia Boulanger, qu'il a eu comme prof d'harmonique, de contrepoint, de solfège, d'écriture, quand il avait 25 ans et que c'était un jeune gars impécunieux à Paris. 86 ans, 25 ans. Il s'est souvenu de ce que cette prof de musique extraordinaire lui a apporté. Et quand vous lisez les mémoires de Michel Legrand, qui est mort il y a quelques semaines, il y a au moins 80 pages sur son rapport incroyable avec cette prof qu'il a rencontrée pour la première fois, je crois, à l'âge de 13-14 ans, et avec lequel il a poursuivi une relation incroyable, fusionnelle, compliquée et incroyablement enrichissante assez tard, jusqu'à ce qu'il ait 20 ans. Et je me suis interrogé sur l'apport des profs et sur ce qu'il restait de ce que vous avez appris quand, comme vous avez entre 17, 18 et 23, 25 ans et que vous êtes ensuite une femme ou un homme adulte. Qu'est-ce qui reste? Et dans mon cas, qu'est-ce qui reste 40 ans après? Je suis rentré à Sciences Po il y a 40 ans et j'en suis sorti difficilement, n'insistons pas trop là-dessus, en 83, donc 4 ans plus tard. Pour me rappeler de ça, m'est revenu en mémoire il y a quelques jours un coup de fil que j'ai reçu en 2002-2003. J'étais en Angleterre, j'étais en poste là-bas, correspondant, et je reçois un coup de fil étrange, un week-end à 9h du soir, et c'était très étrange ce coup de fil. Bonjour Gilles Boulot. C'était bizarre, on me dit jamais bonjour Gilles Boulot, bonjour Monsieur Boulot, bonjour Papounet, bonjour Gilles Boulot, mais jamais. Vous vous souvenez de moi, je suis Madame Machin, votre prof d'allemand de terminale. Donc je commence par mentir. Oh, Madame Machin, comment allez-vous? Très bien, je me souviens très bien de vous. J'étais exécrable en allemand. Je crois que j'ai dû avoir 8 sur 20 toute l'année. Voilà, Monsieur Boulot. Je suis toujours prof, je suis en fin de carrière. Et je suis dans votre lycée. Le lycée Robert Schumann, à Colombes, à côté du gymnase Gagarine, à gauche de l'avenue Maurice-Thorez. Et votre lycée est un lycée ZEP. Et il y a un monsieur un peu dingue à Sciences Po qui est en train de faire des conventions ZEP. Il s'appelle Richard Descoings. Et votre lycée, que vous avez aimé, vous avez passé toute votre scolarité, a été sélectionné. Et je voudrais vous demander si vous vouliez participer à une sorte de jury qui aiderait, qui épaulerait les jeunes gamins là, en première, en terminale, à franchir ce pas, à gagner confiance et à postuler pour entrer à Sciences Po. Et ce coup de fil m'a beaucoup touché. On a discuté une demi-heure. Je me suis souvenu de ce qu'avait été ma scolarité. Je me suis souvenu de ce qu'a été Sciences Po après et du choc que ça a représenté, le choc culturel. En 79, quand je suis rentré à Sciences Po, je peux me tromper à une virgule près, je crois que 2,5% des étudiants étaient fils d'ouvriers, ce que je n'étais pas. Et un nombre à peine plus important, peut-être 3%, étaient fils de banlieusards, ce que j'étais. Et quand je suis rentré à Sciences Po, mais le premier choc a d'abord été, mais peut-être vous avez eu ce choc aussi, un choc culturel, des mots que je ne comprenais pas. Concomitant, bicaméralisme. J'ai vu des Loden pour la première fois, des godasses avec des pompons. J'ai vu des étudiants qui avaient mon âge, même si j'étais un des plus jeunes, j'avais 17 ans, ils avaient 18, 19 ans, qui se vouvoyaient. Ça, je trouvais ça bizarre. Vraiment un choc incroyable. Mais quelques jours après, je suis arrivé dans ma conférence, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, on était 25 et non plus 35 comme dans mon lycée.
qui entre-temps a été brûlé par un élève d'ailleurs qui était mécontent de sa note. Il est revenu la nuit, il a brûlé. C'était un lycée Pailleron qui est tombé en un quart d'heure. C'est vous dire si la ZEP n'était pas inutile comme classement. Et donc, j'arrive dans cette conférence, et là, je vois des élèves concentrés, et je me dis, oh, il y a un niveau de qualité intellectuelle des profs qui est incroyable. Et je me suis trouvé, moi qui adore le tennis, ce modeste amateur en train d'être sur le même cours que Federer. Imaginez-vous la leçon inaugurale, c'était René Raymond, mon prof d'histoire, Jean-Pierre Rioux, incroyable spécialiste de la 4e République. Et puis venait comme ça, comme je viens, mais avec bien d'autres mérites, gratuitement, ça va sans dire, c'est pas ce que je veux dire, mais gratuitement, intellectuellement, juste pour le plaisir de stimuler les étudiants que nous étions, Raymond Aron, Bertrand Jouvenel. J'avais 17 ans, je venais de ma banlieue, c'était incroyable. Et donc tout m'a passionné, tout m'a nourri, et je me suis dit que cette maison était absolument formidable et qu'elle me donnait cette chance de me nourrir, de m'enrichir et de me construire. Et c'est drôle parce que quand on m'a demandé de venir parler quelques instants ici, je me suis souvenu de ça, parce que je l'ai occulté, je suis passé à autre chose, et je me souvenais pas très bien, avant Quincy Jones, de l'apport des profs qu'on a quand on a entre 17 et 23 ou 25 ans. Et je suis pris de passion pour l'histoire, je suis rentré avec 2 sur 20 à l'examen d'entrée, j'avais du boulot, 2 sur 20, je me suis pris de passion pour l'histoire, pour l'économie. Dans mon lycée, pendant 1 an en terminale, j'ai fait que Marx, Engels et le manifeste du Parti communiste. C'était pas simple. Et là, j'ai des profs d'histoire qui me prononcent des trucs bizarres. Adam Smith, je crois que c'était un arrière-gauche de l'équipe d'Angleterre, Pareto, je pense qu'il était brésilien, Walras, Keynes, voilà, donc pas uniquement Milton Friedman et d'autres. Tout ça m'a passionné. Et vraiment, je suis sorti de ces années métamorphosées. Et puis, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui est toujours vivant, qui est un monsieur extraordinaire. Parce que dans cette excellence des profs, il y avait quelque chose d'encore plus excellent et qui, je crois, m'a nourri et m'a formé pour les décennies qui ont suivi. Le jeudi soir, je ne suis pas très sûr, il faudrait que je vérifie, le jeudi soir, hors cursus, sans que ce soit noté, sans que ce soit obligatoire, sans qu'il y ait un relevé des présences, il y avait un tableau noir dans la péniche, et sur ce tableau noir, écrit à la craie, avec une écriture d'instituteur ou d'institutrice, il y avait une invitation à venir, c'était à 18h30 tous les jeudis, ça s'appelait, je crois, l'actualité en perspective. Et c'était Alfred Grosser, un très, 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 très vieux monsieur, puisque je pense qu'il avait à l'époque 5 ans de moins que moi aujourd'hui, qui, pendant 1 heure, parlait de l'actualité avec le regard d'un historien, d'un intellectuel, d'un sociologue, d'un homme binational, biculturel. Et c'était extraordinaire. L'amphi Boutmy était plein. Rien ne nous y obligeait. On pouvait aller boire une bière chez Basile. Et on était à écouter Alfred Grosser. Et au début, on était très réticents. On disait, c'est dans les années 80, 83. On disait, OK, aujourd'hui. Et c'est lui qui choisissait le thème, qui était volontairement provocateur, il se doutait bien que ça allait provoquer quelque chose chez nous. C'était sur l'interruption volontaire de grossesse, c'était sur l'équilibre Est-Ouest, c'était sur Reagan, l'image de Reagan. Et ça m'a transformé, parce que le questionnement, l'honnêteté intellectuelle de cet homme m'a transformé à tout jamais. Et j'imaginais ce qu'Alfred Grosser, qui je crois est toujours vivant, et je pense qu'il doit avoir plus de 90 ans aujourd'hui, ce qu'Alfred Grosser s'autoriserait à dire et les thèmes sur lesquels il s'autoriserait à réfléchir devant 300 ou 400 étudiants s'il enseignait encore à Sciences Po. Le thème sur le tableau noir pourrait être la privatisation d'ADP, ou, je ne sais pas, l'homéopathie, ou la GPA, la PMA, et on irait, comme moi j'allais à l'époque, plein de préjugés, et il nous sortirait de ces préjugés parce que lui-même se battait contre les siens. Tout ça pour dire, et pour pas vous embêter de longues minutes, que Alfred Grosser, tous ces profs extraordinaires que j'ai eu dans cette maison, m'ont appris une chose, au-delà de ce que j'ai oublié, les faits, les dates, les rois, les chiffres et les batailles. Ils m'ont appris que le plus important, que vous fassiez de l'urbanisme, que vous soyez prof, que vous soyez chercheur, que vous soyez journaliste, c'est de sortir de ce que vous êtes, de réfléchir, de bosser, de travailler, de construire, en oubliant que vous êtes, pour ce qui est de mon exemple, un homme, aujourd'hui dans la cinquantaine, blanc, plutôt francophone,
ayant grandi dans un pays plutôt aisé, avec telle ou telle orientation sexuelle, tel ou tel goût musical, telle ou telle religion, telle ou telle couleur de peau. Et c'est très difficile. Et je ne vais pas vous parler de mon métier, c'est pas l'objet, mais dans cette France qui est souvent crispée, où on est surdéterminé par ce que nous sommes, et les sociologues diraient, mais d'où me parles-tu? C'est très important d'avoir Alfred Grosser en tête, de se dire, je vais réfléchir contre moi-même, je vais remettre en cause mes idées sur n'importe quoi, sur l'homéopathie, ADP ou la GPA. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je réfléchis? Comment je construis un raisonnement? Et ben c'est tout ça que j'ai appris à Sciences Po. Et donc après, évidemment, j'ai pas été administrateur, j'ai pas fait l'ENA, mais voilà, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que je me suis un peu mépris sur les raisons pour lesquelles je voulais faire Sciences Po. Il y avait une pression familiale, ah, tu vas faire l'ENA, etc. Je suis même allé en prép-ENA, j'ai eu 2 profs, un qui s'appelait Jean-Pierre Jouillet et l'autre François Hollande. Et 35 ans après, je me dis, bon, ben, il parlait bien, il avait de l'humour. Est-ce qu'il a vraiment mis à exécution en tant que président ce qu'il dictait? Je ne sais pas, j'ai un petit doute, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'ai eu vraiment des profs excellents qui m'ont tous appris ça, à sortir de ce que je suis. Et pour vous dire une dernière chose, ça ne vieillit pas. L'enseignement d'un prof ne vieillit pas. Ce qui reste 40 ans après, c'est cette structure de pensée qui fait que sur quelques domaines que ce soit, vous essayez de penser de manière autonome. Donc il y a un procès qui est fait à Sciences Po, qui était fait et qui l'est encore aujourd'hui, et qui est très injuste. C'est celui de formater une pensée unique. Et je ne pense pas, je me suis engueulé de très nombreuses fois avec d'anciens copains de Sciences Po qui n'avaient pas les mêmes opinions que moi en matière sociétale, politique, mais c'était toujours construit et intéressant. Donc ça n'a pas formaté le même type de jeunes hommes et de jeunes femmes. Ça, c'est une très bonne chose. En revanche, et pour terminer, je voulais vous dire que ce qui est très bien dans Sciences Po, c'est que ça m'a ramené une deuxième passion à part Quincy Jones, qui est Hergé. Je me suis longtemps demandé, quand j'étais gamin, et je ne le suis plus, pourquoi j'étais fasciné par Hergé. Et j'ai compris que ce qui me fascinait dans Hergé, la lisibilité, la passion, l'immersion dans un univers cohérent, c'était la ligne claire. Et bien 40 ans après, j'ai enfin compris ce qui m'a fasciné, ce qui m'a passionné, ce qui m'a nourri dans Sciences Po hier, et je pense aujourd'hui, parce que je viens de vous voir, c'est que Sciences Po vous amène à avoir la pensée claire. Et c'est très important. Gardez ça, elle vous guidera toute votre vie et vous serez des adultes construits qui allez vous enrichir dans le travail, quelle que soit la sphère de votre travail. Donc vive cette belle et vieille maison. Et bon vent à tous, je vous serre la main, je vous embrasse et gardez de cette maison un souvenir riche. C'est une très très belle maison. Bravo à tous pour vos diplômes. À bientôt.